Bonjour à vous les secondes. Nouvelle vidéo là, aujourd'hui. On va regarder ensemble des exercices sur les transformations chimiques. Donc on va voir un, deux, trois petits trucs, je vais insister sur les choses qu'il faut que vous reteniez. Alors, par exemple, là, on va se faire l'exercice 15. Donc dans l'exercice 15, on vous dit que on parle d'une réaction chimique, donc entre l'aluminium, qui est à l'état solide, c'est pour ça qu'il y a un petit S ici, on en parlera après. Réaction chimique entre l'aluminium et les ions hydroxyde. Hydroxyde, donc c'est les ions HO-. Entre parenthèses, ici, on a AQ pour aqueux, ça veut dire qu'on est dans une solution aqueuse, on est dans une solution dans le solvant et de l'eau. On vous donne ici la réaction chimique. Alors pour le coup, là, elle était déjà équilibrée, vous aviez déjà des coefficients stoichiométriques. On vous donne les quantités de matière au départ, en aluminium, en OH-. Qu'est-ce qu'on vous raconte? À la fin de la transformation chimique, on a une effervescence qui s'arrête, on va en parler tout à l'heure. Donc allez, question A. Il faut que vous identifiez le réactif limitant à partir des quantités de matière initiale des réactifs. Ok, donc ça c'est l'exercice type. Grosso modo. Donc vous avez votre équation ici, je l'ai renotée, 2Al plus 2OH-. Donc, le but du jeu, pour se trouver le réactif limitant dans une réaction, il faut que vous calculiez les rapports quantité de matière de votre réactif divisé par son coefficient stoichiométrique. Donc ici, vous allez calculer NaL divisé par 2. Il y a un 2 devant l'aluminium, donc il faut en tenir compte. Donc la quantité de matière d'aluminium divisé par 2, ça vous fait 1,0 fois 10 puissance moins 1 divisé par 2, ça fait 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol. Pareil pour l'hydroxyde, vous avez un coefficient de 2 ici, donc on va calculer NOH- divisé par 2. Donc ici, ça nous fait 1,0 fois 10 puissance moins 2 divisé par 2, ça nous fait 5,0 fois 10 puissance moins 3. On s'aperçoit que cette valeur, ici, 10 puissance moins 3, c'est plus petit que ça. Donc on en déduit que NOH- divisé par 2, c'est inférieur à NaL sur 2. Autrement dit, et c'est ça qui est important ici, c'est qu'on en déduit que ce sont donc les ions OH- qui sont le réactif limitant, puisque leur valeur ici est plus petite. Deuxième technique, ici, on vous demande, toujours pareil, d'identifier le réactif limitant, en regardant en fait les espèces chimiques que vous avez à la fin de la réaction. Donc, ok, qu'est-ce qu'on vous raconte ici? Alors, donc, pendant la réaction, vous voyez qu'on forme un AlOH4-. Donc ça, on imagine qu'on va le retrouver à la fin, donc il va rester ça à la fin de votre réaction. H2, c'est un gaz, alors je l'ai mis ici, vous pouvez le mettre, H2, il est à la fin de la réaction, ça marche aussi. Moi je me suis dit, vu que c'est un gaz, j'imagine qu'il va s'échapper dans l'air, donc on va pas le retrouver. Par contre, si vous me mettez que H2 est à la fin de la réaction, ça me va aussi. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, oui, on vient de dire que OH- c'était le réactif limitant, donc ça veut dire qu'à la fin de la réaction, il n'y en a plus. Mais ça veut aussi dire que l'autre réactif, l'aluminium, est en excès. Autrement dit, à la fin de la réaction, lui, il en reste. Donc n'oubliez pas, à la fin de la réaction, il vous reste aussi de l'aluminium. Donc ça veut dire qu'à la fin de la réaction, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce produit, vous avez ce produit, et vous avez ici aussi votre aluminium, c'est votre réactif en excès. J'imagine qu'il doit vous rester aussi de l'eau à la fin de la réaction, parce qu'on doit vous dire dans le texte que l'eau est en excès. Voilà l'idée. Allez, si on passe au 16, pourquoi pas. Donc là, on vous dit quoi? On a une réaction chimique entre le monoxyde d'azote NO et le dioxygène O2. Et ça vous forme NO2. D'accord, donc le dioxyde d'azote, NO2. Elle est déjà ajustée, c'est super, vous avez rien à faire en fait. Ok, donc pareil, on vous donne les quantités de matière au départ de la réaction, on vous demande de trouver le réactif limitant. Donc même technique, on calcule la quantité de matière de NO divisé par 2, coefficient stoichiométrique ici. Ça vous fait donc 5,0 fois 10 puissance moins 2 divisé par 2, ça doit donner 2,5 10 puissance moins 2, mol. NO2, il n'y a pas de coef, donc voilà. NO2, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 2.
On en déduit que cette grandeur-là, c'est plus petit que celle-là. Donc autrement dit, NO2 est inférieur à NNO sur 2. Autrement dit, vous en déduisez que ici, c'est le dioxygène qui est le réactif limitant. C'est toujours voilà, le rapport le plus petit que vous avez. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Je mets sur la page qu'il faut. On va regarder peut-être les derniers qui sont en règle générale peut-être un peu plus durs. Le 20. Ouais, on peut regarder celui-là, tiens, même s'il est résolu. Il est intéressant celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous dit ici, dans l'exercice 20. Le magnésium, c'est un métal, effectivement, ça réagit avec une solution d'acide chlorhydrique, HCl. Effectivement, la plupart des métaux réagissent avec de l'acide chlorhydrique. Ils s'oxydent en fait, ils se détériorent. Vous avez dû faire ça en troisième. Ok, donc il se forme entre autres du dihydrogène gazeux, d'accord. On vous raconte ici que lors de la transformation, la température augmente, ok. On a des tests d'identification qu'on peut réaliser, voilà, ça c'est le genre de truc qu'on aurait voulu faire en TP, mais bon, on va pas avoir le temps de le faire cette année. Donc ça veut dire qu'à la fin de la réaction, en fait, on prouve qu'on a des ions Mg2+, qu'on a des ions Cl-, et on vous dit, tiens, le pH de la solution, il est inférieur à 7. Donc on va en fait utiliser toutes ces informations-là, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on va raconter ici? Pour faire la réaction, on a introduit donc 2,0 fois 10 puissance moins 2 mol de magnésium et 5,0 fois 10 puissance 3 mol de d'ion H+. Ok, alors, ici, voilà ce que je vous raconte. Alors le but de l'exercice ici, donc, écrire l'équation. D'accord, alors oui, pardon. On vous demande d'écrire l'équation donc qui modélise la transformation chimique. Ok. Alors, ici, vous êtes d'accord que vous faites une réaction chimique entre le magnésium, Mg, et votre solution ici. D'accord? Votre solution d'acide chlorhydrique. Alors, il y a une petite subtilité ici. C'est qu'en fait, dans une solution, globalement, vous avez tout le temps au moins un cation et un anion. Chargé plus, chargé moins. Je rappelle qu'une solution, ça doit être neutre au final. Donc forcément, si vous avez des cations plus, vous avez forcément des anions moins pour compenser la charge. Donc en règle générale, une solution, c'est un cation et un anion. Et en règle générale aussi, quand vous faites une réaction chimique, il n'y en a qu'un des deux qui va réagir. Souvent, on vous dira lequel va réagir. Ici, on va réfléchir un petit peu. On s'aperçoit que, comme produit, ici, on forme du dihydrogène. Le dihydrogène, comme son nom l'indique, c'est 2 atomes d'hydrogène, c'est H2. H2, c'est un gaz, d'accord? H2, forcément, vous devez bien vous douter qu'il ne vient pas de nulle part, il vient forcément ici des ions H+. Autrement dit, si on suit notre raisonnement, en fait, dans H plus Cl-, dans la solution d'acide chlorhydrique, c'est forcément les ions H+, qui réagissent, pardon. Et forcément, les ions Cl- ne réagissent pas. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que, à la fin de la réaction, les ions Cl-, on les retrouve. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas réagi. Et en fait, dans ce cas-là, on va dire que les ions Cl-, on appelle ça des ions spectateurs. Ça veut dire qu'un ion spectateur ou une espèce spectatrice, c'est des espèces qui sont là, d'accord, qui sont au milieu de vos réactifs, mais qui ne réagissent pas. Ça veut dire que ces ions-là, ici, vous allez les retrouver à la fin des réactions. Donc, en règle générale, pour se simplifier la vie, ces trucs-là, on va pas les mettre dans les équations parce que, voilà, en fait, ils servent à rien. Donc, c'est pour ça qu'on évite de les mettre. Bon, alors ça, cette notion de lion spectateur, c'est pas forcément évident. Je dirais que c'est pas fondamental de comprendre ça. Dans les exercices, souvent, on vous dira ça. Donc, allez, on va regarder l'équation. Donc, on a dit, on a le magnésium qui réagit avec des ions H+, ça donne du Mg2+, on vous dit qu'à la fin de la transformation, ici, vous avez des ions magnésium Mg2+, et ça vous donne du H2, du dihydrogène. On vous dit que, à la fin de votre réaction, vous avez ici du dihydrogène gazeux qui se forme. Ok. Alors, elle n'est pas ajustée, l'équation ici, j'ai un Mg, ok. Par contre, ici, j'ai 2 H2. Ici, il m'en faut 2, donc je rajoute un coefficient 2 devant H+. Il y a un petit truc ici, tiens. Regardez. Je vous ai dit, donc ici, on a ajusté en termes d'éléments chimiques, d'accord. Et normalement, votre équation est aussi ajustée en termes de charge.
Si je regarde l'ensemble de mes charges sur mes réactifs, ici j'ai pas de charge, hein, c'est un métal, c'est un solide, il n'y a pas de charge dans les solides. Ici j'ai H+, comme j'en ai 2, et ben en fait hein, j'ai un total de 2+ en termes de charge, et ben on se retrouve ici avec aussi un total de 2+. Donc on est aussi ajusté en termes de charge. Allez, question B. On vous demande d'identifier le réactif limitant. Est-ce que c'est en accord avec les observations dont on vient de parler là? Donc toujours pareil, vous calculez NMG divisé par 1, il n'y a pas de coefficient stoichiométrique ici, donc on a 2,0 10 puissance moins 2. Vous comparez ça avec NH+, divisé par 2, à cause du coefficient stoichiométrique ici. Donc ça nous fait 5,0 fois 10 puissance moins 2 divisé par 2, ça doit faire 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Ok, cette quantité-là est plus petite que cette quantité-là. Autrement dit, eh ben, notre magnésium ici, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant, hein. Ça veut dire que c'est lui qui limite la réaction, je répète. C'est-à-dire que quand cette quantité-là disparaît, eh ben, votre réaction s'arrête. Hein, dans cette réaction, si vous regardez là, c'est ça qu'il faut que vous compreniez en fait. Hein. C'est que si j'ai pu mon réactif ici, s'il a été totalement consommé, c'est-à-dire qu'il a été totalement transformé en Mg2+, eh ben, même s'il me reste du H+ ici, comme j'ai pu ce réactif-là, ma réaction s'arrête. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc ici, votre Mg, c'est le réactif limitant. Donc a priori, c'est complètement cohérent avec ce qu'on vient de voir, parce que, en fait, à la fin de la réaction, on vous dit un truc, on vous dit là, que la solution est homogène ici. Donc ça veut dire que, vous avez une solution homogène, hein, vous savez ce que c'est forcément, ça veut dire qu'il n'y a plus de solide. Hein, vous n'avez plus de solide à la fin de la réaction. Donc ça veut dire que mon Mg, au départ, qui était complètement solide, il a complètement disparu, c'est cohérent. Oui, parce que c'est mon réactif limitant. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre aussi? Tiens, oui, ça. Bah oui, là on vous dit que le pH de cette solution est inférieur à 7. Autrement dit, hein, rappelez-vous, si votre pH est inférieur à 7, ça veut dire que votre solution est acide. Si votre solution est acide, c'est parce que dans votre solution, vous avez des ions H+. Et qu'est-ce qu'on vient de dire là? On vient de dire que Mg, c'est le réactif limitant, donc par conséquent, H+, c'est le réactif en excès. C'est-à-dire qu'à la fin de la réaction, il vous reste des ions H+, qui n'ont pas réagi. Et oui, on voit bien, il vous reste bien des ions H+, parce qu'on s'aperçoit que le pH est acide. Donc le pH, mesurer le pH en fait dans une solution, ça vous permet éventuellement de retrouver ce que vous avez à la fin d'une réaction. Question C, vous l'avez eu dans pas mal d'exos, hein, est-ce que c'est une réaction endo ou exothermique? La température augmente, hein, on vous le dit ici, lors de la transformation la température augmente, donc c'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Donc cet exercice-là, compliqué, hein, exercice assez compliqué, qui reprend plein de choses, donc ça, hein, cet exercice-là, il faut qu'il soit bien compris. Donc éventuellement, essayez de vous le refaire, peut-être après avoir vu la vidéo ou à un autre moment. Ok, et je vais regarder avec vous peut-être le 21, là, puis on finira là-dessus. Alors, on vous parle ici sur le 21 on vous parle d'une combustion complète de l'éthanol dans l'air, hein, qui produit du dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Ok, la température augmente. On vous donne les quantités initiales, très bien. Donc, une combustion complète. Combustion, vous devez savoir que une combustion, c'est une réaction chimique avec du dioxygène O2. D'accord? Si la combustion est complète, ça veut dire que les produits qu'on va former sont forcément CO2, H2O. Allez, on va écrire l'équation. Donc j'ai C2H2O, hein, l'éthanol, l'alcool en fait, hein, plus du dioxygène, ça vous donne du CO2 et de l'eau, H2O. Donc, pour ajuster l'équation, hein, ici on a 2 carbones, il m'en faut 2 ici, donc je rajoute un coefficient stoichiométrique de 2 ici. J'ai 6H, il m'en faut 6 de l'autre côté, donc je vais former 3 molécules d'eau. 3 fois 2, ça fait bien 6. Ici, en oxygène, j'ai 2 fois 2, 4 oxygènes, plus 3, ça doit m'en faire 7. Donc ça veut dire qu'il m'en faut 7 également ici. J'en ai déjà un qui est compris dans l'éthanol, donc il m'en reste 6 à mettre. Dans un dioxygène, j'ai 2 atomes d'oxygène, donc il m'en faut 3 molécules. Et là, on est bon. Question B.
Et voilà, toujours pareil, hein. Donc c'est pareil. Alors on va, pour trouver le réactif limitant ici, on calcule N d'éthanol divisé par le coefficient stoichiométrique ici qui est de 1. Donc on se retrouve avec 9,0 fois 10 puissance moins 1 mol. Je compare ça avec NO2 sur 3. 3 parce que le coefficient stoichiométrique ici. Donc au départ, on vous dit qu'on a 3 mols, hein, ici, on a 3 mols. Donc divisé par 3, bah, je me retrouve avec 1,0 mol. Et donc on s'aperçoit que quoi? Bah oui, que cette quantité-là, elle est plus petite que celle-là. Autrement dit, on en déduit que l'éthanol est le réactif limitant. D'accord? Ensuite, dernière question, ouais, endo ou exothermique, donc la température augmente, donc la réaction est une réaction exothermique, hein, comme toutes les combustions, ce sont des réactions exothermiques, c'est-à-dire que ces réactions-là, entre guillemets, elles servent à produire de l'énergie thermique, hein, de la chaleur. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En espérant avoir été clair. Donc, allez, bon courage à vous, et puis à très bientôt.